Dieu de grâce, nous te disons merci pour ce jour que tu as permis que nous puissions nous retrouver afin de réfléchir ensemble sur notre pays et sur les problèmes de documents dans ce pays. Nous te revoyons ces instances entre ta main et nous sommes en train de prier pour les intervenants, nous prions pour nous tous qui sommes là, papa. Assiste-nous, Seigneur. Laisse que tu débutes jusqu'à la fin, que tout se passe pour la gloire de ton nom. Merci notre Dieu. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous remercions pour la personne de grâce. Amen. Amen. Ok. Merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment important de toujours commencer par la prière dans toutes choses que nous sommes en train de faire. Donc, merci beaucoup. Ok. Nous allons passer au troisième point, vu que ce sera l'hymne national. Je vais demander à tout le monde de se mettre debout. Nous allons commencer l'hymne national. Un, deux, trois. Et vous contrôlez, unis à l'essor, unis à l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons les plus bénévolents, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. En donner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, Dominique, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Fatima, Fatima, mon baïbé, mon langue bien. Ok, nous passons au quatrième point qui est l'hymne du parti. IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Bana Congo, viva! Viva! Bana Fouachi Béton, viva! Viva! En tout cas, tu as dit du parti, tu as vraiment la base à IDPS. En tout cas, tu as dit comme un moka, comme un belé, tu as dit comme IDPS, tu as dit comme un Fouachi Béton. Fouachi Béton! Union pour la démocratie. 2. Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Yéba IDPS, la liberté pour
qui sont l'incarnation du peuple, debout et nous combattants des leaders, luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir, qui sont l'incarnation du peuple. Merci beaucoup. Ok, avant de continuer le programme, juste à titre d'information, nous avons un problème d'eau dans une partie de Johannesburg. Je crois que tout le monde est au courant de ça. Alors, nous avons les installations vers la droite. Vous pouvez vous demander aux gens qui sont derrière, ils vont vous diriger. Il y a les installations là-bas. Si vous avez besoin de l'eau, vous pouvez toujours se demander à ceux qui sont derrière. Mais je leur dis, il fait très chaud. Je pense qu'on peut amener de l'eau aux gens qui sont déjà ici. Si on peut servir de l'eau à ceux qui sont déjà, parce qu'il fait très chaud. Donc, on va continuer avec la suite du programme. Nous allons passer directement au 5e point. Nous allons entrer dans le vif de la discussion, c'est sur le problème de la Constitution. Je pense que je pourrais dire qu'il y a 3 camps. D'ailleurs, ceux qui ne veulent même pas entendre parler qu'on puisse toucher à la Constitution. Il y a ceux qui veulent la révision constitutionnelle et ceux qui veulent qu'on change la Constitution. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, avant cela, avant qu'on commence ça, nous avons 3 intervenants qui sont devant nous. Je vais demander comment ça s'est présenté. On va commencer par ma gauche, jusqu'à ma droite. Juste, vous pouvez vous présenter. Moi, c'est Guigui Chamala. Je suis membre aussi de l'IDPS. Je suis chargé des relations avec les forces vives et politiques de Randbeck, de la section Randbeck. Bon, je suis aussi parmi les intervenants qui peuvent venir pour parler de la révision constitutionnelle. Donc, c'est ça que je veux. Bon, je m'appelle Papine Pagna. Je suis combattant de l'IDPS. Moi, c'est Bruno Katoufa, donc membre de la Fédération du Comité fédéral d'Afrique du Sud, secrétaire chargé de l'organisation. Bon, je suis aussi membre d'une organisation de la société civile qui a longtemps milité pour les Congolais ensemble. Donc, je porte 2 casquettes. Merci. Merci beaucoup. Je crois sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme il a dit que nous avons un dossier brûlant surtout au pays, problème de la Constitution. Je voudrais que nous puissions avoir vraiment une idée exactement c'est quoi exactement les articles fondamentaux, c'est quoi un peu la Constitution,
quels sont les articles qui blessent, qui fâchent, et qu'est-ce que nous devons faire pour cela. Je crois que c'est très important que nous puissions comprendre exactement, c'est pour ça que nous avons eu ces intervenants. Alors, je pense que je vais commencer avec... Okay, on va commencer avec Guigui, et tu vas commencer à parler. Ok, c'est bien. Ok, sorry, avant qu'il commence, je crois que chaque personne a des papiers avec lui là-bas. Je crois qu'on a un peu, ça m'arrête le programme que nous avons. Là, parlons certes de la constitution, mais derrière il y a une page vide. Alors, quand on va terminer, chaque personne pourra faire un commentaire et puis nous faire parvenir ces commentaires, comme ça nous allons essayer de synthétiser. Alors, je crois, please, quand vous faites des commentaires, donnez-nous votre numéro de téléphone et puis aussi votre adresse email. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Aujourd'hui, nous allons aborder ou parler de la Constitution. La Constitution, c'est un document très important. Ça rassemble beaucoup de choses dedans. Nous allons essayer un peu de parler de ça, expliquer, parce que je ne peux pas entrer directement dans la révision sans expliquer c'est quoi la Constitution. Parce que tout le monde parle de la Constitution, mais ne savent pas c'est quoi la Constitution. La Constitution, est un acte fondateur par lequel une société se constitue, une identité et décide de l'ordre sociétal voulu. En particulier, elle consacre des droits et libertés fondamentaux et définit les modalités de leur protection. C'est un document comme ça. Ça, c'est une définition qui n'est pas vraiment trop juridique, qui n'est pas trop profonde, mais là, il y a des définitions que j'ai prises. Parce qu'à mon introduction, je n'ai pas voulu parler beaucoup, j'ai voulu écrire beaucoup, j'ai voulu beaucoup parler de ça pour éclaircir les gens. Et puis, ici, on définit maintenant la Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et les organes et organise les relations. Parce que nous, dans une constitution, nous avons des lois. Ces lois-là sont appelées des lois constitutionnelles. Et ces lois constitutionnelles sont écrites et sont placées dans un document. Ces documents-là, c'est ce qu'on appelle la Constitution dans son ensemble. Donc cet ensemble de lois placées dans un document, c'est ce qu'on appelle la Constitution. Puis, ici, je vais parler d'une Constitution écrite et formalisée dans un texte unique. Dans un texte unique où un ensemble de lois constitutionnelles, c'est ce que j'ai dit. La Constitution, c'est un ensemble de lois constitutionnelles qu'on a placé ou qu'on a mis dans un document officiel dont nous appelons la Constitution. En dehors de ça, elle représente la grande majorité des constitutions modernes, la constitution coutumière et l'ensemble des règles relatives à l'organisation du pouvoir, qui ne se trouvent pas sous forme écrite. Dans le droit, nous avons des familles. Nous avons la famille romano-germanique et nous avons la famille anglo-saxonne. Nous, les francophones, le pays francophone colonisé par le français, le belge, nous sommes dans la famille romano-germanique. Mais les pays comme le Nigeria et d'autres sont dans la famille anglo-saxonne. Dans la famille romano-germanique, nous avons la loi. Mais tandis que dans la famille anglo-saxonne, il y a la coutume. C'est pour cela que les pays comme l'Angleterre n'ont pas de constitution écrite comme ça. Ce sont des règles par rapport à leurs traditions et coutumes qu'ils ont fait de ça une constitution. Mais tandis que nous, le pays qui sont dans la famille romano-germanique, nous avons des lois, nous avons des doctrines, nous avons certains principes qui constituent notre droit. C'est pour cela que j'ai dit ici, la constitution coutumière est l'ensemble des règles relatives à l'organisation du pouvoir qui ne se trouvent pas sous forme écrite.
ça ne se trouve pas sous forme écrite. Les pays qui utilisent ces genres de constitution, il y a l'Angleterre, je crois qu'il y a le Nigeria aussi, qui est une colonie anglaise qui utilise ça. En dehors de ça, mais maintenant, nous, étant donné que nous sommes dans la famille romano-germanique, on doit comprendre comment fonctionne nos constitutions ou bien notre droit constitutionnel. Maintenant, pour comprendre comment fonctionne notre droit constitutionnel, je vais essayer un peu d'avancer. J'essaie d'avancer. La Constitution, aussi appelée loi fondamentale, est un ensemble de règles écrites et quotidiennes qui déterminent la structure d'un État politique. Habituellement, une Constitution présente successivement les pouvoirs de la branche exécutive. Quand on parle de l'exécutif, dans un pays comme chez nous, nous avons le gouvernement et le président des États. C'est ce qui constitue le pouvoir exécutif. Il y a le législatif qui est le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a le judiciaire qui est constitué des cours et tribunaux. Et puis, je dis maintenant, je voulais éclaircir, parce qu'on ne pouvait pas quitter ici en parlant de la Constitution, transiter directement à la révision. Je voulais que les gens comprennent les différentes choses. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de la hiérarchie des normes juridiques. C'est pour ça que j'ai dit, après avoir défini la Constitution, nous allons aborder deux points capitaux, qui sont la hiérarchie des normes juridiques, des normes en droit et la révision constitutionnelle. Nous allons commencer avec notre première partie. La hiérarchie des normes juridiques correspond à la représentation pyramidale qui a été systématisée par un juriste autrichien. Ce juriste autrichien, il était de profession, il est avocat et professeur d'université. C'est lui qui a cherché à structurer, son nom c'est Hans Kelsen, 1880. Il est né en 1881, il est mort en 1973. Qui représenta l'ordre juridique comme structuré et hiérarchisé. Donc c'est lui qui avait établi ça, Et il est un ensemble, une constitution est un ensemble, et la hiérarchie de normes juridiques, elle est un classement de l'ensemble de normes qui composent le système juridique de l'État de droit, pour en garantir la cohésion et la rigueur. Pourquoi on dit la cohésion et la rigueur? Le pays ne peut pas fonctionner sans une constitution. La constitution garantit les droits et crée aussi des obligations pour les citoyens vivant dans les territoires ou les pays dont cette fonction aura le pouvoir. C'est pour cela que j'ai parlé de l'état de droit, parce qu'une constitution garantit la cohésion nationale, l'unité nationale, la cohérence et la rigueur. Pourquoi? La constitution permet qu'on sanctionne les gens, la constitution permet que les gens aient des droits et des limites. Sans une constitution, les gens ne peuvent pas avoir des droits, ne peuvent pas avoir des limites. Oui. C'est pour cela que j'ai décidé de parler d'abord des normes et de la hiérarchie des normes juridiques, pour que vous puissiez comprendre d'abord comment les règles fonctionnent. Mais maintenant, cette hiérarchie est fondée sur le principe qu'une norme inférieure doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en œuvre en détail. Ici, c'est un point important que les gens doivent savoir. Nous avons la Constitution. Je n'ai pas encore abordé la révision, mais ici, je vais éclaircir pourquoi il y a un problème de révision et de changement. Il dit que cette hiérarchie est fondée sur le principe qu'une norme inférieure doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en œuvre en la détaillant.
Nous avons des lois qu'on appelle en droit, nous avons les lois constitutionnelles, nous avons les lois qu'on appelle conventionnelles, nous avons les lois organiques qui sont là, et nous avons les lois réglementaires. Mais maintenant, toutes les lois là qui sont en dessous des lois constitutionnelles doivent tirer la source de la Constitution. Si la Constitution d'un État est mauvaise, cela veut dire même les lois organiques. Les lois qu'on appelle organiques ou ordinaires, ce sont des lois comme les codes du travail, comme les droits, les codes des miniers, les codes des investissements. Tous ces lois-là, ce sont des lois qu'on appelle des lois organiques. Mais maintenant, ici, quand je dis que cette hiérarchie est fondée sur le principe qu'une norme inférieure doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en œuvre en la détaillant. En la détaillant, cela veut dire quoi? Dans la Constitution, on veut parler de la nationalité, mais on n'éclaircit pas, on ne détaille pas. Mais maintenant, où est-ce que tu vas trouver les détails sur la nationalité, sur la loi sur la nationalité? Il faut aller dans le code de la famille. C'est ça la loi organique. Dans le code de la famille, on va parler de la nationalité en détail. On va expliquer qui a droit d'être congolais, donc qui est congolais d'origine ou qui n'est pas congolais d'origine, qui est congolais par filiation. Donc on explique tout ça en détail. Comme dans le code de la famille, il y a les différents livres. Il y a la nationalité, le mariage, les modalités et ainsi de suite. C'est pour cela, si les gens aujourd'hui s'élèvent qu'il faut réviser la Constitution ou changer la Constitution, c'est parce que pour changer toutes les lois qui sont en dessous de la Constitution, on doit d'abord toucher la loi mère. Parce que la Constitution, c'est la loi suprême de l'État. Donc, on ne peut pas changer les lois organiques ou les lois réglementaires sans toucher à la loi mère. Parce que la loi mère, c'est comment? C'est comme la racine. Et les lois organiques sont comme les troncs, et les lois réglementaires sont comme des branches. Parce que dans les lois réglementaires, c'est là où nous trouvons des arrêtés, des décrets, tout ça, toutes ces histoires. Mais maintenant, ce point ici, c'est un point important. C'est pour cela que j'avais décidé de parler de cette hiérarchie pour permettre à nos invités ou aux gens qui seront là de comprendre d'abord la hiérarchie des normes juridiques en droit. Parce que les gens se disent non, mais la conscience ne change pas. Ça fait quoi? Ça fait qu'on a des lois déjà. Mais si on ne change pas la Constitution, s'il y a des erreurs comme le président dit dans la Constitution ou il y a des pièges, c'est là que ce piège qui sont dans la Constitution affecte les lois conventionnelles, affecte les lois organiques, affecte les lois réglementaires. C'est pour cela que je voulais, avant d'entrer dans la révision, que vous puissiez comprendre cette notion importante du droit. C'est là que suspensionné, nous allons présenter la hiérarchie des normes à travers la pyramide comme Hans Kelsen l'avait fait structurer. La règle de la hiérarchie des normes impose que chaque norme inférieure doit être conforme aux normes supérieures. Donc une loi organique qui ne correspond pas aux lois constitutionnelles et anticonstitutionnelles est déjà caduque ou une loi qui est fausse. C'est pour cela que vous allez voir toujours quand par rapport aux lois, au recours à la Cour constitutionnelle, pour que la Cour constitutionnelle compare cette loi, fasse l'interprétation de cette loi par rapport aux lois constitutionnelles. C'est pour cela que vous allez voir pendant le mandat du président de la République, son premier mandat, il avait toujours, avant de publier un décret présidentiel, il faisait recours à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle devait voir si c'est conforme aux lois constitutionnelles. Si c'est conforme aux lois constitutionnelles, il valide, il autorise de publier. Si ce n'est pas conforme aux lois constitutionnelles, on lui dit c'est anticonstitutionnel, c'est vous devez publier. C'est pour cela qu'il est important pour nous, étant que citoyens congolais, qui veut que le pays change, que nous puissions comprendre comment fonctionne et comment est structuré les normes juridiques de notre pays, ou des normes juridiques en général. Les normes juridiques, la hiérarchie des normes juridiques et la pyramide de Hans Kelsen, qui est juriste autrichien,
il a réparti ça en 4 blocs. Il y a le bloc de constitutionnalité. Bloc de constitutionnalité, c'est là où nous trouvons les lois constitutionnelles. Toutes les lois constitutionnelles sont dans le bloc de constitutionnalité. Il a classé encore ça. Le deuxième bloc, c'est le bloc de conventionnalité. Le bloc de conventionnalité. Le troisième, c'est le bloc de l'égalité. Et quatrième bloc, c'est le bloc réglementaire. Pourquoi il a classé comme ça? Parce que les trois qui sont en bas dépendent du premier bloc, de la première bloc. Si la Constitution est mauvaise, c'est là que toutes les lois, même les conventions internationales qu'on va signer, sera pas à l'intérêt, ne seront pas à l'intérêt de notre pays. Ça sera à l'intérêt d'autres personnes ou d'autres États. Mais maintenant, c'est pour cela, en mettant ça comme ça, en le présentant sous forme pyramidale, il a voulu juste montrer quelles sont les normes supérieures. Quand on parle de normes juridiques, ce sont des lois. Quelles sont les normes supérieures et quelles sont les normes inférieures. Dans ce que je viens de dire, j'ai dit qu'une norme inférieure doit se conformer aux normes supérieures. Donc c'est là que tout ce qui est en bas là, s'ils ne sont pas conformes à la Constitution, il est anticonstitutionnel ou illégal dans un pays. Vous comprenez? C'est pour cela, nous qui voulons que notre pays change, on doit d'abord regarder, est-ce que les conventions qu'on a signées de l'Union africaine, de l'EAC, des SADC, des Nations Unies, sont conformes à nos lois constitutionnelles, nous protègent, garantissent nos intérêts ou garantissent notre sécurité et la sécurité de notre État. Si ça ne protège pas notre sécurité et la sécurité de notre État, cela veut dire que ces conventions sont inutiles. On doit le jeter. C'est pour cela que je voulais qu'avant d'aborder la révision, que vous puissiez comprendre ça. Parce que quand on parle de la Constitution, tout le monde parle, mais sans comprendre ça, tu ne peux pas comprendre la valeur d'une Constitution. Si tout le monde sont en train de se battre pour le changement de la Constitution, si certains sont en train de dire qu'on ne peut pas changer la Constitution, si on change la Constitution, nous prenons les armes. Nous faisons recours à l'article 64. C'est parce qu'ils savent, si on change la Constitution, leurs intérêts vont tomber. Et si on change la Constitution, pour nous du bon côté, le pays va aller de l'avant. Pour que le pays aille de l'avant, il faut d'abord comprendre ça, comprendre la valeur de la Constitution, la valeur des lois constitutionnelles, l'importance des lois constitutionnelles. Si tu ne comprends pas l'importance des lois constitutionnelles, tu ne peux pas défendre les changements de la Constitution. Tu ne peux pas défendre ta Constitution. C'est pour cela que je voulais aborder ce point si capital. La République démocratique. Ici, j'entre dans la révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle ou révision de la Constitution. La révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle dans notre droit ou dans notre Constitution. On a reconnu qu'on peut réviser la Constitution. Mais la question qu'il faut se poser, comment réviser cette Constitution? Pourquoi on doit réviser cette Constitution? Quelles sont les raisons fondamentales qui nous poussent à décider aujourd'hui de parler de la révision constitutionnelle, à défendre cette révision? Si on défend une révision constitutionnelle qu'on ne comprend pas, ça sera inutile. Ça sera inutile, ça sera une perte de temps. C'est pour ça que j'ai dit, ici d'abord, j'ai voulu d'abord parler de l'article que beaucoup de gens sont en train de parler, l'article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté. Bon, je n'irai pas loin à cet article. Nous avons, dans la notion de droit, concernant la souveraineté, nous avons deux notions et deux points élémentaires. Il y a la souveraineté dans l'État et la souveraineté de l'État. La souveraineté dans l'État, l'État doit garantir sa souveraineté. En assurant la sécurité intérieure de l'État, en garantissant le bon fonctionnement des institutions de l'État, donc en usant de tous les moyens
qu'il ait d'abord la souveraineté à l'intérieur de l'État. Et il y a la souveraineté de l'État. L'État doit garantir sa souveraineté même à l'extérieur de ses frontières. Oui. C'est une notion que je n'ai pas voulu vraiment en profondeur. Oui. Ici, je parle de l'article 218. L'article 218 a été modifié par l'article 1er de la loi numéro 1100D du 20 janvier 2021 et 2011 portant révision. Donc il y a eu déjà révision avec Kabila, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cet article a été révisé. Mais maintenant, cet article, non seulement a été révisé, mais c'est un article qui détermine, qui décrit qui sont les initiateurs de la révision constitutionnelle. Tout le monde ne peut pas se réveiller un matin et dire je vais initier la révision constitutionnelle. Il y a des initiateurs spéciaux que la loi ou la constitution elle-même reconnaît. Et on dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Le président de la République, qui est le garant, le numéro 1, le premier citoyen, il a le droit reconnu constitutionnellement à initier la révision constitutionnelle. Donc, c'est le premier citoyen qui a cette reconnaissance-là, de façon constitutionnelle, d'initier la révision. Deuxièmement, nous avons le gouvernement après délibération en conseil des ministres, deuxième initiateur, qui peut initier la révision constitutionnelle. Le gouvernement peut initier après délibération en conseil des ministres. Troisième initiateur, on dit à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres, Chaque chambre du Parlement, quand on parle de chambre du Parlement, nous voyons le pouvoir législatif. Et dans le pouvoir législatif, qui est le Parlement, nous voyons il y a deux chambres, il y a le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais maintenant, on dit qu'il faut qu'ils arrivent pour initier la révision. Il faut qu'ils arrivent à 50% de la moitié des deux institutions. Donc 50% du Sénat, 50% de l'Assemblée nationale. Si ces gens-là, les 50% des deux institutions-là, sont d'accord pour la révision est faisable. Mais s'ils ne sont pas d'accord, la révision n'aura pas. S'ils sont moins de la moitié ou bien moins de 50%, ils ne peuvent pas initier la révision. Donc pour eux, la compétence ou l'habilité d'initier la révision, on les a accordés juste à un nombre bien limité. Donc ils doivent atteindre 50% ou la moitié du Parlement. Donc la moitié du Parlement, c'est la moitié de deux chambres. En dehors de ça, il y a le quatrième initiateur. Le quatrième initiateur, la Constitution dit, à une fraction du peuple congolais, de la fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes. Donc ce n'est pas seulement un Congolais qui s'appelle le matin qui dit que non, je vais initier la révision de la Constitution. Ben, on a dit une fraction, donc c'est là une partie de la population congolaise. Mais cette population-là doit atteindre un nombre exigé, qui est de 100 000 personnes. 100 000 personnes-là doivent exprimer par une pétition adressée à l'une de deux chambres. Ils vont réunir leur pétition et puis le remettre à l'une des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Au cas contraire, l'initiateur, ils n'auront pas. Ils ne peuvent pas procéder à initier la révision de la Constitution. En dehors de ça, en dehors s'exprimant par une pétition adressée à l'une des chambres. Maintenant, en dehors de ces quatre initiateurs, il y a des choses qu'on a ajoutées dans le même article. On dit chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue de la chambre, de chaque chambre,
du bien fondé du projet de la proposition, du projet de la proposition ou de la pétition des révisions. Pourquoi on a utilisé les trois termes? Projet, proposition ou pétition. Si on voit ça, on va rentrer au niveau des initiateurs. Le président ou le gouvernement présente un projet de loi. Vous comprenez? Mais tandis que le Parlement fait des propositions de loi. Et le simple citoyen va faire quoi? La pétition. C'est pour cela qu'on a parlé ici à Baranaki. L'Assemblée est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition des révisions. Après, on dit encore, la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. Donc, pour que cette proposition, ce projet, cette pétition soit valable, doit être approuvée par référendum. Cela veut dire doit être soumis au peuple, à la nation, et la nation va voter par référendum si oui ou non. Et ce référendum doit être convoqué par qui? Le premier citoyen du pays, le président de la République, qui a cette compétence constitutionnelle de convoquer le référendum. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres de la proposante. Donc une majorité de 3/5, 60% des deux ensembles, des deux institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat, ça fait les mots être passé au référendum. Mais maintenant, nous qui sommes en train de dire qu'il faut changer la Constitution, nous qui sommes en train de dire qu'il faut réviser la Constitution, est-ce qu'on sait toutes ces choses ici? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de parler. J'ai suivi par exemple le porte-parole de l'avocat. C'est quoi ce cadre? On va poser la question, mais maintenant, est-ce que la Constitution prévoit le changement de la Constitution? Lui, il est parlé à l'article, je pense, 219. C'était les 119. Là, on dit aucune révision. Je crois les 219 ou bien les 219 ou 219. Il a parlé, oui, il a parlé que la Constitution ne peut pas être sujet. Non, il avait dit que la Constitution n'a pas prévu, l'article 219 n'autorise pas le changement. Tandis que l'article 219 ne parle pas du changement. Nous allons lire ça. L'article 219 dit aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Dans cet article, beaucoup de gens ne comprennent pas. Même le monsieur qui a expliqué à France 24, c'est comme s'il ne comprenait pas. Parce que l'article ici donne des conditions. Prenons par exemple l'analyse de l'article. Par état. Commençons d'abord dans deuxième partie. On dit que aucune révision ne peut se faire pendant l'intérim à la présidence de la République. Êtes-nous pendant l'intérim de la présidence de la République? Le président actuel, il est en plein mandat. Donc il a le droit de changer la Constitution. Est-ce que les deux chambres du Parlement sont empêchés de siéger librement? Non. Ils ont leur siège sécurisé et ils fonctionnent bien. Donc la Constitution est révisable. Mais maintenant, quand on retourne au pays, c'est là où il y a un problème. Quand on dit que non, l'état d'urgence, l'état de siège, l'état de guerre. L'état d'urgence, on n'a pas défini l'état d'urgence de façon explicite. L'état de guerre, on n'a pas parlé de l'état de guerre général ou partiel, comme on a une partie de notre territoire qui est en guerre à l'est.
Mais maintenant, l'état de siège, c'est un fait réel. Notre pays a deux provinces qui sont dirigées par des gouverneurs militaires. Donc cela veut dire que ce parti de l'Est est sous état de siège. Donc cela veut dire que la révision de la Constitution n'est pas valable par rapport à cet article. Donc on ne peut pas s'attendre à la Constitution par rapport à l'article 219. L'article 220 nous parle de la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Maintenant, à ce niveau, je vais essayer un peu de commenter. Si aujourd'hui nous voulons réviser la Constitution, quel est l'objectif de cette révision? Quelles sont les raisons? Pourquoi on veut réviser la Constitution? C'est parce que cette Constitution-là crée des dysfonctionnements dans les institutions. Mais maintenant, s'il faut changer cette Constitution, et que déjà l'article ici empêche de changer la forme républicaine de l'État, empêche de toucher le principe du suffrage universel, empêche de toucher la représentation et la forme représentative du gouvernement. Nous connaissons, nous tous, la forme représentative du gouvernement. Nous avons toujours, dans le gouvernement, on doit avoir quelqu'un du Siro, s'il n'est pas là, les gens du Siro se révoltent. On doit avoir quelqu'un du Kassai, s'il n'est pas là, les Kassai se révoltent. On doit avoir quelqu'un du Katanga, s'il n'est pas là, les gens se révoltent. Mais maintenant, est-ce que ces gens-là, cette forme représentative du gouvernement, permet à l'État d'avancer? Pas du tout. Parce qu'on a vu comment ça a commencé depuis des années. On met les gens par rapport à une tendance. On prend quelqu'un qui est compétent, qui n'est pas digne de diriger. On le met parce qu'il est qui? Il est de cette province-là. Il est de ce territoire-là. Donc, on a besoin de quelqu'un de ce territoire-là, on doit le prendre et le placer. C'est là où il y a un grand problème. C'est là où il y a un grand problème avec la forme représentative du gouvernement. Le nombre et la durée de mandat du président de la République. Ça dépend du peuple et des législateurs. S'ils veulent changer, ils peuvent changer. Mais là où je vais essayer de parler, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical. Un pays comme le Congo, qui a au moins plus de 450 partis politiques. Le Congo entre aux États-Unis. Les États-Unis, c'est 9 500 km². Nous, c'est 2 345 km². On a des partis politiques qui dépassent les partis politiques aux États-Unis à un nombre exagéré. Un pays de 2 345 km² qui a plus de 450 partis politiques. C'est une chose qu'on doit voir, réduire, créer. Bon, il faut qu'on ait quand même 10 partis politiques dans notre pays. Il faut qu'on ait, par exemple, un groupe qui constitue tous les syndicats. Pas tel syndicat de ça, syndicat de ça, syndicat de ça, parce qu'il y a des espoirs. On doit réduire ces choses-là. Maintenant, on dit, ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Je vais passer sans plus tarder au deuxième intervenant qui va toujours aborder le même notre idée. Je ne sais pas si Pagna, vous avez la parole. Merci, docteur. Moi, je ne suis pas juriste, vous avez compris quand il Vous savez, la Constitution, ce n'est pas seulement un document pour les juristes, c'est un document politique. Moi, j'appelle la Constitution dans la définition politique, c'est un pacte républicain entre l'élite d'un pays et le peuple. Vous savez, la Constitution n'est jamais écrite par l'élite. La Constitution est écrite par l'élite, par les politiciens que nous sommes. Et nous allons proposer ça au peuple par référendum pour qu'ils acceptent ou qu'ils rejettent. Alors, la Constitution n'est même pas utilisée par les juristes qui nous aident à l'écrire. C'est nous les politiciens
qui utilisons la Constitution, mais il faut savoir utiliser la Constitution à notre faveur. Il faut jouer sur ça. C'est pourquoi je ne vais pas aller loin. Moi, je vais tout de suite vous dire, moi, je suis pour les changements de la Constitution. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on change la Constitution, les compteurs deviennent à zéro. Ah oui. C'est comme si Fachi n'avait pas fait le premier mandat ou le deuxième mandat. Parce qu'on a changé la Constitution, il peut aussi postuler pour un autre mandat. Est-ce que nous voulons qu'il postule ou pas? Bon, moi je veux. Ah, si vous ne voulez pas, je vois seulement pendant les 2 mandats ce qu'il a fait. Et pendant ceux qui ont fait 18 ans et Mobutu qui a fait 30 ans, on n'avait que 3 universités. Tout le monde ici, on se battait pour entrer dans 3 universités. Aujourd'hui, il y a combien d'universités? Je ne vais pas aller dans tout ça. Mais je vais dire ceci. Je vais commencer par là où le docteur a parlé qu'il y a 3 groupes. Il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas toucher à ma constitution. Il y a ceux qui veulent la révision et il y a ceux qui veulent le changement. Le juriste a parlé déjà. Il nous a lu certains articles. Les gens, même, il y a des politiciens que j'ai respectés qui disent on ne peut pas toucher à ma constitution. Mais nous avons vu l'article 218 qui montre que l'initiative du changement de la constitution appartient au président, au parlement, au Sénat, et même 100 000 personnes peuvent. Alors comment les gens disent que Tshisekedi ne peut pas réfléchir et prendre aussi une initiative pour pouvoir changer la constitution? Donc, nous avons besoin de connaître ces choses. Lorsque nous discutons avec les gens qui parlent, l'IDPS, Fachi veut faire ceci, mais c'est écrit dans cette même constitution qu'il a droit d'initier les changements de la constitution. Donc, les gens ne doivent pas les critiquer pour ça. Maintenant, lorsque nous révisons la constitution, il n'y a que quelques articles que nous pouvons toucher, mais la constitution elle-même, elle reste intacte. Rien ne va changer à ce moment-là. Mais lorsque nous changeons la constitution, ça a notre avantage. Parce que tout revient à zéro. Je n'ai pas encore dit pourquoi on doit changer. Je vais vous donner, à mon avis, les raisons pour lesquelles on doit changer la constitution. Il y a une des raisons que le président avait dit dans l'aide de ce discours, je ne sais pas où, c'était une constitution de belligérants. Les gens ont critiqué de gauche à droite, mais en fait c'était une constitution de belligérants. Il faut faire une petite historique des constitutions congolaises ou zaïroises. Nous avons eu l'indépendance avec la loi fondamentale belge qui était écrite en 1959 que les Belges nous ont donnée. C'est sur base de cela qu'on a fait les élections où on a élu Lumumba avec Assabougou. Mais cette loi-là, fondamentale des Belges, elle disait qu'après l'élection, le gouvernement qui sera élu va mettre sur pied une constituante et cette constituante va rédiger la constitution qui sera présentée au peuple pendant les référendums. C'est ce qui a été fait à la constitution de Luango, où on a eu la première constitution qui a été présentée au peuple par référendum. Quelqu'un disait que depuis la constitution de Luango jusqu'aujourd'hui où nous parlons, il n'y a jamais eu une constitution à proprement parler au Congo. Comment? Après Kassavubu, en 64, en 65, Mobutu a fait le coup d'État. Quand Mobutu a fait le coup d'État, en 67, d'abord Mobutu n'était pas élu. Ça c'est la première chose. Pour pouvoir présenter la constitution au référendum au peuple, ça doit être un représentant du peuple. Est-ce qu'on peut nous lire l'article 5 de la constitution? L'article 5 de la Constitution, tout pouvoir émane du peuple. Mais je veux qu'on lise parce que je ne veux pas fabriquer.
l'article 5. L'article 5 dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple. Number one. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par la voie de référendum ou l'élection ou indirectement par ses représentants. Arrêtez-vous là. Pour pouvoir présenter une constitution au référendum, on doit être représenté. Ça, c'est une interprétation. Quelqu'un qui a fait un coup d'État comme Mobutu. D'abord, quand Mobutu a fait le coup d'État, il a, bien sûr, notre chef président était dans la commission que Mobutu a nommée pour écrire la constitution de 1967. Le président Tshisekedi était là, où ils ont écrit la constitution, où il y a eu les manifestes de Lancelé, et où on disait que le Congo ne peut pas avoir plus de deux partis. Mais c'était une commission nommée par Mobutu, et c'est Mobutu qui a proclamé la constitution, et la constitution a commencé à marcher. Donc, en réalité, ce n'était pas une constitution parce que Mobutu n'était pas élu. Les gens qui étaient élus, c'était seulement le Mumba et Kassavubu qui avaient le pouvoir de pouvoir présenter une constitution au référendum. Alors, avançons. Vers les années 75, Mobutu a changé encore cette constitution, la venue du comité central et tout ça. Mobutu nommait les gens. Il nommait même les parlementaires. Vous savez qu'à un moment, les députés étaient nommés. Quand on vous disait même qu'on fait les référendums, on fait les élections, pour nous qui avons fait les élections du temps de Mobutu, on entrait, il n'y avait que deux bulletins, vert ou rouge. C'est tout. Ou vous prenez le vert ou vous prenez le rouge. Mais ça, ce n'était pas une élection. Ça, c'est la mascarade. Donc, lorsqu'on regarde ça politiquement, ce n'était pas une constitution. Allons-y vite. Lorsque nous sommes arrivés, le 24 avril 1990, quand Mobutu a décidé d'introduire le multipartisme intégral, et puis on est allé à la conférence nationale, c'était l'acte de la transition après la conférence qui a dirigé le pays jusqu'à Sun City. Et lorsque nous sommes arrivés à Sun City, il y avait les belligérants. Quelqu'un a parlé comme Mende. Mende a dit que lorsque nous étions là, chacun avait quelqu'un qui est là, derrière, qui lui disait ce qu'il faut dire. Donc ces gens-là, ils étaient en train d'agir non pas pour l'intérêt du peuple, mais c'était l'intérêt pour les gens qui étaient derrière. C'est à partir de ça qu'on va rédiger la constitution que nous avons aujourd'hui. Mais cette constitution est écrite où? Le professeur Kabamba nous a dit qu'ils ont amené un draft de l'Europe. Ce n'est pas écrit par les Congolais. Mais il n'y a pas seulement ça. Dans cette constitution, il n'y a pas la forme de l'État. Nous ne savons pas si c'est un État unitaire ou c'est un État fédéral. Donc il y a des choses dans cette constitution que nous devons enlever. Parce qu'il y a des gens qui demandent pourquoi on veut changer la constitution. D'abord, c'est une constitution de belligérants. C'est une constitution qui ne vient pas d'ici, qui nous vient de l'étranger. Mais pas seulement ça. C'est que depuis, j'écoutais quelqu'un qui définissait et qui disait, lui, c'est à cause du péché originel. Le péché originel, c'est quoi? Depuis qu'on avait annulé la constitution de Lulabour, jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu une véritable constitution. Regarde ce qui se passe. Kabila qui a présenté cette constitution au référendum, en 2005, est-ce que Kabila était déjà voté? Non. Et puis, ce que j'ai sauté, vous savez quand M. Kabila est entré avec la rébellion, il a signé un décret qui avait annulé toute la constitution. Tout ce qui existait, c'était devenu une constitution. Et qui était une constitution de rebelles. Jusqu'au moment où on est arrivé, on a tué Nzé, Kabila est venu, on ne sait pas d'où il est venu, il s'est retrouvé président. Et puis, nous sommes allés à Sun City, et puis on est revenu de Sun City, on a écrit la constitution en Belgique, on l'a amenée, et c'est Kabila qui va présenter la constitution au référendum. Est-ce qu'il avait qualité d'engager le peuple? Est-ce que Kabila était représentant du peuple? L'article 5 a dit
le peuple exerce son pouvoir à travers ses représentants. C'est là que se trouve mon problème. Que cette constitution-ci doit être changée parce qu'il n'y a jamais eu, après Kassavo Lumumba, on n'a jamais eu une véritable constitution présentée par les représentants du peuple. Donc Kabila n'avait pas droit de pouvoir représenter et de pouvoir présenter cette constitution au référendum parce que le référendum a été fait en 2005 et puis Kabila a proclamé la constitution en février 2006. Il n'était même pas encore élu. C'est qu'après que Kabila a été élu. C'est pourquoi Félix ou Fachi doit le faire maintenant parce que du moins lui, il a été élu. Il a un mandat du peuple. C'est lui qui peut aujourd'hui présenter un draft. Lorsqu'il dit je vais appeler une commission, cette commission-là, on estime, ça peut être une commission des intellectuels, des juristes, des politiciens. Quand ils vont écrire ce draft-là, ils vont l'amener au Parlement avec le Sénat. Et puis, dès qu'il a été approuvé à la majorité, il peut maintenant convoquer les référendums. Maintenant, quand il va convoquer les référendums, si les gens qui disent aujourd'hui, comme les Fayot, les autres, ils ne veulent pas de la Constitution, ils veulent marcher. Mais au lieu de marcher, ils doivent attendre seulement les référendums. L'Église catholique, tout le monde qui continue à battre campagne, que quand vous allez arriver au référendum, votez non. C'est tout. C'est ça qu'on devait faire. C'est que nous, en tant que parti au pouvoir, nous devions défendre avec toute énergie ce pouvoir ici, notre président. Est-ce que nous le faisons suffisamment? Non. Regardez, pour cette histoire des prêtres qui ont reçu l'argent pour construire, ils ont reçu 1 million. Il fallait que Mbemba puisse défendre le président. Et ça, son idée. Bisous de Zawadi, distrait en train de nous combattre. Lutte, oh, il y a changement de constitution. Et ça, lutte, mot, rien. Bisous, il faut que le président a arme pour à se défendre, à mobiliser le peuple derrière lui. Tout ça, oh, Kabouya, oh, Léoui, oh, les ennemis. Il t'appelle Viva. Viva. Tout ça, Yoga. Alors, on a dit que voilà le contexte dans lequel nous nous retrouvons quand le président parle maintenant du changement ou de la révision constitutionnelle. Le danger qui est là, c'est que l'UDPS soit distraite, qu'elle ne puisse pas se mobiliser pour accompagner le président afin que ça puisse passer, ça puisse réussir. Alors, je voulais, en parlant de la question constitutionnelle, moi je voulais plutôt parler du contexte. Toute constitution qui est révisée, qui est créée, tient compte du contexte dans lequel ce peuple-là se trouve. Parce que la constitution, c'est quoi? C'est un contrat entre le peuple et celui qui le gouverne avec l'État. C'est un contrat. Et dans le contrat, il y a les termes and conditions. Maintenant, vous savez, dans la loi de contrat, là, le contrat a des règles, des formalités. Si vous ne respectez pas ces formalités, on peut dire que ce contrat n'est pas valide. Il est illégal. On peut le disqualifier. Alors moi, je voulais insister sur le contexte. Le contexte est celui-ci. Et si nous ne faisons pas l'effort de comprendre la règle du jeu et de savoir que la Constitution se fait par rapport au contexte, alors nous commençons mal notre discussion et notre analyse. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc il faut d'abord qu'on s'entende sur le contexte, qu'on identifie notre contexte. Sinon, nous n'allons pas maîtriser l'histoire et nous allons répéter les mêmes erreurs. Alors, en ce qui concerne le contexte, en 1960, là, il y avait différentes constitutions qui étaient proposées. Le contexte, c'était quoi? C'était que les Belges, qui avaient cessé d'être des colonisateurs, qui n'avaient plus le pouvoir, ne voulaient pas laisser le pouvoir économique et politique totalement au moins. C'est comme ça qu'il y avait des constitutions qu'eux avaient proposées
D'ailleurs, la constitution ici, actuelle, ressemble à une des constitutions qu'on avait proposées par les Belges, où ils proposaient même 26 ou combien de provinces. À l'époque déjà, parce que les Belges, connaissant les Congolais et les sensibilités tribales, ils voulaient capitaliser sur cet aspect pour diviser et mieux régler. Vous voyez? C'est ainsi que les constitutions plus tard, avec les Tshisekedi, notre président, et les Mobutu, tenant compte de cet aspect-là, ils naviguaient entre partis uniques ou deux partis. Parce que déjà Malou a donné des conseils avant l'indépendance, qu'il ne fallait pas permettre la fédération, l'État fédéral, parce que ça sera du tribalisme. Et il ne fallait pas permettre le multipartisme illimité parce que ça sera multi-tribal. Donc il y avait ça, parce qu'en 60, il y avait des guerres de sécession partout. Donc je parle de contexte. Suivez-moi bien, parce que ça c'est vraiment capital. Si nous ne maîtrisons pas ça, on va répéter le même. C'est vrai. Donc voilà que nous avons évolué avec Mobutu, qui a compris et qui a voulu répondre à sa manière à ces challenges, les dangers, les risques, alors qu'on lui avait proposé de faire deux partis. Lui, il prend l'option du parti unique. Mais on lui avait proposé deux partis par le président Tshisekedi. Donc tous avaient compris qu'il fallait éviter le démon de la division. Donc ils avaient suivi le conseil des pères de l'indépendance, qui des fois jouait un rôle un peu dans le secret comme cardinal Malouda, qui a formé d'ailleurs la plupart de ces politiciens. Parce que c'était le premier universitaire qui enseignait à ces gens-là en cachette. Les idéaux, tout le monde là, le mouvement ne faisait pas partie de ces gens-là, mais il avait appris des gens qui sont partis apprendre du cardinal Malouda. Vous voyez le contexte? Maintenant, notre contexte, c'est lequel? Après notre parcours avec Mobutu, tout ce que Mobutu a fait n'était pas mauvais. Nous avons le recours à l'authenticité. Nous avons la zarianisation. La zarianisation, c'était pourquoi? C'était pour récupérer nos sociétés, les nationaliser. Et là-dedans, il y avait la loi Bakashika. C'était pour nous approprier nos ressources que les Belges voulaient continuer à contrôler, parce que la GKP, par exemple, nous avions 10% ou 7%, et le reste, c'était la Belgique qui prenait tout. Et c'était comme ça avec toutes les grandes sociétés. Mais là, la Belgique nous attendait au tournant pour remettre l'ancien ordre politique, l'ordre politique avant l'indépendance. C'est ainsi que pendant que Tshisekedi et Mobutu sont en train de se battre, mais les Belges sont en train de préparer un autre coup. Donc, en résumé, je veux dire ceci. La constitution de 2006, ce n'est même pas des belligérants. C'est une constitution de guerre où le colonisateur instigue la guerre, il finance les Rwandais. Okay? Donc c'est une constitution qui vient dans un contexte de guerre où on vient recoloniser le Congo par l'intermédiaire des proxys qui sont les Rwandais et les Ougandais. Ça ne se limite pas à ça. Les Belges disent à tout le monde le Congo c'est un gâteau, nous pouvons nous tous le partager. Donc inclus des pays comme l'Afrique du Sud et tous les pays de la cité étaient d'accord que le Congo c'est un gâteau qu'il fallait se partager. Voilà le contexte. Donc la constitution ici, c'est un coup contre notre indépendance. Indépendance qu'on voulait renforcer avec le parcours de Mobutu qui a culminé dans la conférence nationale. Et vous savez, nous de l'UDPS, nous devions vraiment nous approprier de quoi? Notre héritage politique. Etienne Tshisekedi dit ceci. La seule constitution qui est valable, je ne sais pas si quelqu'un a suivi ça, c'est celle de la conférence nationale, parce que c'est là où le peuple congolais s'est réuni, c'est la constitution du peuple par le peuple. Vous voyez que nous sommes distraits, hein? C'est ce que Etienne Tshisekedi est en train de dire.
Et il n'y a pas d'autre constitution que celle-là. Donc vous voyez que la guerre qui nous a été faite, c'était pour faire échec au peuple qui était réuni en conférence. Parce qu'avant la conférence nationale, il y avait les consultations nationales. Et ça, c'est le parcours correct. Parce que la Constitution, c'est le contrat du peuple, entre le peuple et l'État. On le consulte d'abord. C'est comme ici en Afrique du Sud. Quand on veut faire des changements, on fait les IMBISO, on consulte pendant 6 mois, même 1 année, le peuple. Et que le peuple puisse se familiariser et puisse faire des propositions. Est-ce que cela a eu lieu? Non, ça n'a pas eu lieu chez nous. Donc vous voyez Kabila qui a été instigé par Louis Michel et les autres qui l'introduisent et qui lui donnent des injonctions parce que la guerre était financée par eux. Donc c'est une constitution qui est le résultat d'une guerre qu'on nous a faite pour rétablir un autre politique comme celui de la colonie. Donc quand nous parlons de l'occupation, plus fort, il faut dire que nous sommes en train d'être recolonisés. Donc il y a l'occupation, mais derrière l'occupation, c'est la recolonisation du Congo. Parce que la Belgique, les États-Unis ont plus de mots à dire qu'avant. Donc je voulais interpeller notre parti et le peuple congolais que nous devions comprendre le contexte et le situer très bien. Parce que si nous perdons de vue qu'on nous a fait la guerre pour nous empêcher d'adopter même les résolutions de la conférence nationale, si nous ne comprenons pas ça, parce que le travail était déjà fait, alors là, nous manquons une portion de l'histoire. Et cela va nous coûter cher. Donc nous sommes un peu distraits quelque part. Donc le président Etienne Tshisekedi suivait, cherchait cette vidéo-là. Il est vraiment clair. D'ailleurs, Kabouya l'a dit, il a dit, nous voulons donc que l'héritage du président Etienne Tshisekedi, nous puissions également le mettre là en valeur. Et l'héritage, c'était quoi? C'est ce que Etienne Tshisekedi a dit, que la constitution existe. Elle était déjà proposée à la conférence nationale. Il devait dire viva! Viva! Il devait dire viva! Viva! Bon, est-ce qu'on s'entend sur ce point? Celui-là, vous voulez garantir votre existence, protéger votre existence et vos richesses. Vous devez souligner ce point-là. Vous ne pensez pas que c'est important? C'est l'élément capital. Mais quand vous voyez cette constitution ici, ça prouve même que c'est une constitution nous imposée pour qu'on n'ait pas la souveraineté sur notre économie et notre politique. Alors vous voulez qu'on accepte une histoire pareille avant qu'on entre dans les détails. Donc comme mon frère là-bas a cité certains détails, Papi Paya a cité ces détails, moi j'abandonne ça, moi je veux donner le contexte et j'insiste pour donner des raisons fortes et fondamentales. C'est une constitution qui ne tient pas compte de la réalité historique. Okay? Parce que nous avions une histoire qui a cumulé dans la conférence nationale, où tous les grands professeurs intellectuels avaient fait déjà le travail. Pourquoi est-ce qu'ils ont remis en cause ce travail? Parce qu'ils n'étaient pas contents qu'on allait renforcer notre indépendance. Ça avait suscité la jalousie. Et les Rwandais étaient là, ils étaient jaloux, ils étaient haineux. Ils se sont dit, ces gens ici avec cette conférence nationale, s'ils adoptent ces résolutions, c'est un peuple qui sera plus fort. Les Belges, tout le monde, ont instigé pour nous rendre encore faibles. C'est cette faiblesse-là que nous ne voulons pas continuer à entretenir. C'est pourquoi je remercie aujourd'hui cette initiative, tout en faisant la parenthèse dans ce qui concerne l'Afrique du Sud, en disant ne soyons pas distraits et divisés. Je loue l'initiative du docteur Kikamba. Nous sommes un peuple dont l'héritage, nous les demi de presse, un parti dont l'héritage c'est la démocratie. Est-ce que vraiment, Adolphe est ici, nous avons été actifs à Yoville. Le prince Tungulu, là, on appelle ça la base. Tout le monde allait là-bas libre pour s'exprimer. Aujourd'hui, il faut que nos amis de Kinshasa disent que non. Est-ce que vous, de la base, vous allez vous réunir? Pourquoi? Qui vous a donné l'autorisation? Mes frères. Ou bien vous avez vécu ici à la Couche, ou bien vous n'avez pas vécu ici. Nos frères, là, en tant que les papiers étaient avec la fédération, là,
on organisait des réunions à Yoville. On disait que c'était là la base. Est-ce qu'on avait l'autorisation de vendre? Non. Vous voyez un peu comment les gens changent. Est-ce que vraiment, parce que j'ai suivi les discussions dans les groupes, les gens qui s'insurgeaient contre le président Didier et puis qui l'ont même insulté. Moi j'ai conseillé au président Didier, j'ai dit maintenant, il nous donne maintenant l'autorisation d'agir. Parce que nous ne pouvons pas continuer à cacher. Donc je demande au président Didier ici que cette initiative soit seulement un livre. Parce que nous avons travaillé, milité ici à la base, et il y a des petits aventuriers maintenant qui veulent nous donner des injonctions, alors que nous étions ici au feu et au moulin. Donc nous ne pouvons pas permettre que notre leadership ait implication en tant que combattant de première heure de l'UDPS. Que nous soyons écoutés. Non. Merci beaucoup. Non. Donc eux, ils ont le droit de dire non, ils ne sont pas d'accord avec Kabouya. Est-ce que Kabouya avait autorisé ces réunions? Non. Et donc eux, ils ont le droit de contredire Kabouya, mais nous n'avons pas le droit de les contredire ici. Mes frères, si vous acceptez une telle chose, alors vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la dynamique de l'UDPS. À l'époque, nous sommes mis ensemble pour dire Vangoul ne veut plus s'occuper de l'art du parti. Nous nous prenons en charge. C'est pas comme ça. Et nous sommes pris en charge. C'est comme ça que le nom de la base est. Président Didier Gamba, nous sommes là, la base. On attend l'autorisation de personnes. Donc vous identifiez les leaders dans la communauté que nous sommes. On sera ensemble pour mobiliser, conscientiser notre peuple. J'ai dit, je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Papa Bruno. Papa Bruno Kadoupa et le secrétaire fédéral. Merci beaucoup pour ces encouragements. Si je peux me résumer très rapidement sur ce que vous avez dit, et je crois que vous êtes allé dans le même ordre d'idée avec Papi Pagna. Notre constitution, c'est une constitution qu'on va le placer sur le sol du Chéran. Je crois que si le président lui-même a décidé qu'on puisse toucher à la Constitution, s'il faut la reprendre, alors décider ici, c'est parce que, c'est une question de belligérance, comme lui-même l'a dit, et puis aussi, on tire les ficelles. Donc c'est vraiment difficile de nommer un Premier ministre, tout ça c'est trop élastique. Et c'est vraiment aussi l'une des raisons pour lesquelles il veut changer pour qu'on aille vite. Je crois qu'on lui prête beaucoup des idées, mais nous sommes des politiciens, nous sommes au parti et nous sommes au pouvoir, nous sommes UDPS. On ne va pas laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Nous devons tirer les ficelles de notre côté. S'il faut donner, échanger, tout mettre les compteurs à zéro, donner 7 ans de nouveau président ou 14 ans, nous allons le faire en tant que membre de l'UDPS. Les autres sont restés pendant 18 ans, au bout de plus de 30 ans. Je pense que l'UDPS peut rester plus de 50, même forever. Nous devons nous approprier. Parce que cette constitution, je crois bien, c'est une constitution qui a été élaborée par les Blancs, par les étrangers, pour pouvoir nous dominer, pour pouvoir prendre nos ressources, surtout nos ressources. Et je crois que le président et les membres de l'UDPS ont compris cela. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas contents. Ils vont nous faire la guerre, mais ils ont déjà échoué. Le peuple est déjà réveillé. Le peuple est déjà réveillé. Nous allons voter pour changer cette constitution. Moi, personnellement, je vais voter pour changer la constitution. Je vais faire campagne pour changer la constitution. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense qu'il y a des questions. Oui, oui, monsieur. Bon, je vais seulement demander que nous puissions organiser la même réunion à Pretoria. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme Papi a dit, je crois que Papi a effectué ça. Je crois que j'ai oublié. Ce n'est pas la dernière fois. Nous allons commencer à prendre des initiatives
pour que nous puissions continuer à nous réunir, même nous déplacer. Comme on parlait des prétoriens, pourquoi pas aussi aller même à Deauville, pourquoi ne pas aller même à Val? Nous allons le faire pour redynamiser le parti. Je pense que c'est très très important. Très bien. Travaillons ensemble, aimons-nous. Je pense que les trains en marche. Ceux qui veulent rester, vont rester. Nous sommes là et sommes avancés. Et puis je vous remercie. Je vais voir comment commencer les débats si vous le faites. Je vais commencer par, je ne sais pas, je pense qu'on commence peut-être ligne par ligne pour aller très vite et puis terminer. Je vais commencer, ok, je peux commencer par le point. Je présente le micro, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et puis je préfère vous présenter quand vous questions, on peut se connaître aussi. Oui, oui, merci beaucoup, Président Dikamba. Je m'appelle Koko Kabala. Je suis médecin. Je suis le fédéral du Lesotho. Oh, Confirmé par la hiérarchie. très bien. Barkabouya. Je remercie d'abord les initiateurs de cet atelier, si je peux le dire, de cette rencontre. Et je pense qu'elle n'est pas la première ni la dernière. Yes. Même à Lesotho, on viendra. Bien sûr. J'ai retenu 2 points. Je ne voudrais pas aller dans les questions pour ne pas nous atteler sur le temps. Nous devons être, nous sommes derrière le temps. Mais dans le débat, pour les 3 présentations, j'ai retenu 2 points essentiels. Le premier point, c'est sur la Constitution elle-même. Et le deuxième point, c'est sur ce qui se passe au sein de notre parti. Concernant la Constitution, au Lesotho, dès le premier jour, quand notre président, le président Fachi, a été élu en 2019, j'ai dit aux membres de la Fédération du Lesotho que nous allons changer cette constitution. Amen. Je suis prophète, comme vous le dites, et j'insistais toujours. Même quand je me rencontre avec les membres, certains membres de l'Afrique du Sud, je leur dis toujours, nous allons changer cette constitution. Parce que c'est un poison. Et nous n'allons pas accepter, nous membres de l'UDPS, travailler avec cette constitution. Et les présentations, les 3 présentations, ils nous donnent raison. Donc nous n'allons même pas débattre sur la révision ou quoi. Et je le répète encore, nous allons changer cette constitution. Quand un parti politique prend le pouvoir, il doit se battre pour maintenir ce pouvoir. Mobutu a pris le pouvoir, il a tout fait pour maintenir ce pouvoir pendant 30 ans. C'est pourquoi il n'avait même pas accepté qu'il y ait 2 partis politiques. C'était très clair. Kabila est venu par le biais de la guerre avec ces gens. Ils nous ont amené leurs documents. C'est le contexte que Papa Katomba est en train de bien de nous dire. Et ils ont voulu maintenir ce pouvoir. Malheureusement pour Mouzé, il a été éliminé parce qu'il voulait maintenant changer de direction. Le fils, soi-disant, le fils est venu. Il est resté au pouvoir pendant 18 ans. Il a modifié les textes pour se maintenir au pouvoir. Et nous, UDPS, nous étions dans l'opposition, nous nous sommes battus pour les déplacer de la chaise. Il y a eu des morts à l'UDPS. Et aujourd'hui, nous sommes sur cette chaise que les opposants là,
qui se battent aussi pour nous déplacer de cette chaise. C'est clair. Nous sommes en politique. C'est clair. Je ne veux pas m'éterniser sur ça. Bon, c'est que moi je dis, moi je ne vais même pas perdre le temps pour révision ou quoi, trop de textes. Non, changement de constitution. On change la constitution, nous entrons dans la 5e République, tout tombe caduc et nous allons encore voter notre président que nous aimons tant. Il va rester au pouvoir. Concernant ce qui se passe à l'UDPS, je me suis dit, il y a un groupe dans l'UDPS qui veut imposer la direction. Il n'y a pas de problème. Notre parti, le terme D, c'est quoi? C'est la démocratie. En démocratie, ce n'est pas synonyme de dictature. Laissez les gens s'exprimer. En démocratie, ça ne veut pas dire que si moi je pense que cette couleur elle est rouge, tout le monde doit dire que c'est la couleur rouge. Nous ouvrons le débat. Les gens débattent. Et l'idée qui va primer, la majorité va suivre. C'est la démocratie. Moi je peux être contre, mais comme nous sommes tous membres du parti, de la même famille, j'accepte, je concède, c'est ça. Donc, notre père, Étienne Tshisekedi, il s'est battu pour cette démocratie au sein du pays. Il a même dit, le peuple, prenez-vous en charge. C'est clair. Si le peuple ou un groupe de gens pensent que nous allons dans cette direction, alors si vous voulez que tout le monde vous suive, apportez des idées pour nous convaincre. C'est clair. Alors moi je ne trouve pas, je ne pense pas qu'il faut s'éterniser sur ce débat, dire que non, ils ne veulent pas que nous puissions nous réunir. En tout cas, les initiateurs, ne laissez pas les bras. Notre président, il s'est battu jusqu'à sa mort. Il n'a jamais été le pouvoir. Battez-vous aussi. Merci beaucoup. Qui va mettre en place. Parce que lui ne pourra pas la changer. Cette constitution est bien verrouillée. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Elle ne peut pas être changée. Elle ne peut qu'être révisée. L'article 228, elle ne peut pas être changée. Par rapport à la constitution elle-même, on ne peut pas la changer. C'est pourquoi le président n'a pas pris l'initiative. Parce que l'initiative de dire quoi, il pouvait prendre une loi pour dire article tel, on change. Et il donne ça il présente ça au Parlement et on vote les changements. C'est ce que Kabila avait fait. Pour changer de 2 tours à 1 tour. On ne nous a pas demandé notre avis. Le président, sachant ça, il passe outre. Il veut mettre une commission en place. Cette commission, c'est elle qui va décider et proposer pour dire, nous changeons, s'il faut changer, nous changeons des articles tel. Et c'est elle aussi qui peut dire, vu ça, cette constitution est appelée à être changée. Et on passera au référendum. Maintenant, nous, en tant qu'UDPS, qu'est-ce que nous faisons? Pour que nous soyons dans cette commission, c'est sur ça que nous devons réfléchir. Être dans cette commission pour influencer la commission à l'amener à changer la constitution. Nous devons d'abord savoir que nous, en tant qu'UDPS, nous n'avons jamais voté cette constitution. Et le président Tshisekedi en son temps dira, le jour où l'UDPS sera au pouvoir, cette constitution sera changée. C'est ce que Fachi est en train de faire. Mais il cherche le moyen comment la changer. Parce que légalement, il ne peut pas la changer. Nous devons nous mettre ça en tête. On peut créer qu'un changement pour cette constitution. Légalement, on ne pourra pas le faire. Il n'y a qu'en passant par cette commission. Cette commission, le président en disant qu'il met la commission en place, c'est comme s'il mettait une commission, comment on dit, de rédaction, comment on dit, constitutionnelle, des juristes, ça, une constitution. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, c'est ça. Mais je crois que même les opposants sont distraits. Parce que le président, s'il voulait réviser la Constitution, il l'aurait fait. Même le gouvernement peut se réunir, comme la Constitution elle-même dit,
le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres, il décide, nous changeons tel article, on propose au Parlement et on vote. Mais le président veut changer, mais il ne veut pas les dire. Parce qu'il sait que s'il les dit, il sera attaqué. C'est ainsi qu'il installe la commission. La décision viendra de là. La commission sortira pour dire que cette constitution est mauvaise pour X, Y, Z, changeons-la. Maintenant, nous, l'IDPS, ce que nous devons faire, c'est nous mobiliser et réfléchir. Nous, en tant que l'IDPS Afrique du Sud, on peut faire des propositions. Voilà notre réflexion. Nous pensons ça, pour que quand ceux qui seront à la commission puissent présenter cela comme raison de changer la Constitution. Parce que cela est notre vision en tant que parti politique. Ça, c'est ma proposition que j'ai. Merci. Je voudrais, par motion, juste éclairer. Sur le plan juridique, il faut qu'on comprenne les choses et on les place dans leur contexte. Cette constitution n'a pas prévu le changement. Elle a prévu dans son article 221 modification ou abrogation des lois. Bon, cette constitution ne peut pas décider et dire changez-moi, non. Vous savez que ça sera un peu une ambiguïté. Sur le plan juridique, ça sera une ambiguïté. Comme elle s'érige ce pouvoir-là, comme Billy l'a dit là, elle a verrouillé son pouvoir. Donc, la seule option du changement pour moi, c'est rentrer au primaire, au souverain primaire qui est le peuple. C'est seulement le peuple qui a le pouvoir de changer. Ce n'est pas la Constitution ici qui va nous donner le pouvoir de changer, parce qu'elle a verrouillé tout. Donc, il faut qu'on s'entende très bien. Je donne un contexte juridique parce que là c'est mon domaine. Je vous dis que le changement n'est pas prévu dans la Constitution. Mais le changement est dans les mains du peuple. Merci. Il est viva. Viva! Maintenant, je donne la parole à Albert. Quand Albert est passé sa recette, je pense que Guigui a établi un point très important, ne soyez pas distraits. Après tous ces forums, après tous ces échanges, essayons de réfléchir et faisons aussi des propositions en tant qu'UDPS Afrique du Sud. Merci beaucoup Guigui pour cette acte. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis vraiment heureux que nous ayons le temps aussi à parler de... Vous n'êtes pas présenté grand frère? Non, c'est Albert Koudiaï. Le premier président de la Ligue des jeunes en Afrique du Sud. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait proposé. Il m'a appelé, on était là, il me dit, Albert, je te vois, tu es dans la Renaissance. L'UDPS n'a pas de jeunesse. Alors, je te propose de commencer la jeunesse. C'est lui qui m'avait proposé. La légende. Et j'ai beaucoup aimé qu'il soit là. Ok. Vous avez entendu même quand il a abordé la politique, vous sentez la maturité dans la politique, la connaissance. À travers lui, vous sentez la présence de Papa Étienne. Yes. Ce sont des gens, je vous dis franchement, ce sont des gens auprès de qui j'ai appris la politique. Dans la définition des concepts, dans la compréhension et dans les attaques, en tant que combattant. C'est auprès de deux que j'ai été proche de Papa Tshisekedi, je l'ai vu, on a discuté. C'est eux. Donc, c'est pas quelqu'un qui de la rue, c'est un vétéran. Moi, je suis dans la joie que dans les temps, il faut emmener des gens comme ça, qui nous expliquent. La nouvelle génération, de moment où nous débattons, mais nous ne savons pas comprendre pourquoi nous débattons. Quel est l'historique? Et ils ont combattu avec. Je me rappelle une fois, il y a eu une crise. On m'appelle, on me dit, non Albert, tu dois prendre la fédération, déclare-toi. Je demande au président qu'il signe des deux pour devenir président de la fédération. Papa Tshisekedi était ici. Je suis allé le voir. Directement, je dis, on m'a demandé de déclarer en tant que président fédéral. Mais je pense que je ne le ferai pas. Je pense que je ne le ferai pas. J'ai aimé son intervention, il a dit, dans tout ce qu'il y a comme conflit, c'est la démocratie. Wow. Moi je dis ceci, surtout la nouvelle génération, battons-nous sur le principe et sur les personnes.
Les personnes peuvent occuper des positions, vous les soutenez et ils vous oublient. Mais quand vous vous battez pour les principes, ce sont les principes que nous devons laisser comme étant legacy